Quand vous faites ce type d'études, là j'ai vu que c'était fait en 2018, est-ce qu'il y a des choses de mise en place suite à ça dans les différents établissements qui ont été enquêtés Eh bien, suite à 2018, il y a eu 2019. Et donc, il y a eu, voilà, et moi je pense quand même que toute la situation pandémique n'a pas du tout été en notre faveur, et loin s'en faut. Vous avez vu, j'ai passé rapidement, on a 2 méopas sur les 166 situations, alors que nos collègues montrent bien à quel point c'est le médicament de prédilection chez un patient qu'on va mobiliser et qui, on sait d'avance qu'il va être douloureux. Donc on voit bien qu'on a une grande marge de progression. Et en fait, nous, on avait mis en place tout un dispositif de formation de façon concomitante. Alors là, je n'ai pas choisi de vous présenter, mais on a été regarder aussi dans la population des professionnels qui réalisaient les toilettes, s'ils avaient suivi la formation ou pas. Donc effectivement, on avait une petite marge de progression. On avait des soignants qui étaient plus sensibilisés, etc. Mais des choses qui avaient bougé par rapport à si le professionnel a été formé ou pas. Mais en réalité, c'est vraiment un travail de Sisyphe. Il faut y revenir sans cesse. Je pense qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut travailler. C'est redonner du sens et redonner aussi il me semble qu'on a beaucoup dévalorisé le travail de nursing, le travail de nos collègues aides-soignantes, et alors qu'elles font un travail vraiment central, primordial, et en fait il y a tout un travail finalement de management. Là j'ai pas peur de le dire, je vais prendre ma casquette de CADSUP. Il y a vraiment un travail très important de valorisation. Elles font un travail formidable. Elles font des choses qui sont super bien. On le voit bien, il y a un souci de l'autre qui est réel. Mais persévérer dans le souci de l'autre quand on fait 100% de son temps des toilettes, enfin quand 100% des patients doivent avoir une toilette au lit. Persévérer dans son souci de l'autre quand on s'occupe de patients avec de gros troubles cognitifs, eh bien ça demande du temps pour penser. Et je pense que ça est du temps aussi pour valoriser nos collègues qui ont vraiment un engagement très fort dans ces situations-là. Donc je pense que ça doit passer à 2 niveaux, aussi dans la valorisation du travail de soins que nos collègues aides-soignantes réalisent tous les jours de façon et silencieuse et invisible. Je voulais apporter une précision sur le traitement. On peut associer le méopa, bien entendu, avec les opiacés. Je ne sais pas si ça a été suffisamment dit. Ce qu'il est préconisé, c'est de ne pas augmenter l'opiacé le jour où vous faites votre première séance de méopa, parce qu'il risque d'y avoir une sédation et on va bien entendu dire que c'est la faute du méopa, alors qu'en fait, c'est peut-être l'opiacé qui est mal adapté, je dirais, à la situation. Donc on peut utiliser le méopa en concomitance avec les autres traitements antalgiques, bien entendu. Merci. Le professionnel formé à l'utilisation du méopa peut-il être un aide-soignant ou faut-il obligatoirement une infirmière? Utilisez-vous le méopa sans la présence d'un médecin dans la structure? Charlotte? Je peux peut-être répondre à cette question. Effectivement, on a plusieurs fois dit qu'il fallait être formé. Et cette formation, elle s'adresse à tous les corps de métier qui sont susceptibles de dispenser le méopa aux patients, donc kiné, aide-soignants, infirmières, auxiliaires, médecins, manipulateurs radio, voilà, tout. À chaque fois qu'il va y avoir un geste douloureux et que donc le méopa peut être une solution apportée, eh bien, il faut que la personne qui l'administre soit formée. Une fois qu'on est formé, on est autonome. Normalement, on a les infos suffisantes pour évaluer les risques, pour pouvoir accompagner correctement le patient, pour observer et l'administrer en respectant les règles qui sont préconisées, ce qui n'empêche pas qu'il est sur prescription médicale. Et donc, ça peut être aussi parfois sur protocole délégué, quand les choses sont organisées comme ça dans l'établissement. Donc, effectivement, chaque professionnel de soins, au sens large, peut être formé à l'utilisation du méopa. Alors. Bonjour.
Dans mon expérience aussi, j'ai pu constater que parfois il y avait un peu de réticence de la part des soignants à mettre en place des techniques, et notamment effectivement le méopa, sous prétexte que ça demande du temps et qu'on va bien gagner du temps à éviter d'utiliser de méopa en faisant le soin directement. Donc voilà, dans mon expérience, je vois régulièrement ce genre de pratique se faire avec ce genre d'arguments. Voilà, c'était juste une observation. Oui, vous avez raison. La question du temps, ça nous anime tous, parce qu'en plus, on est quand même de plus en plus dans une gestion du temps, du minimum, j'ai envie de dire. Mais je pense que prendre en charge la douleur d'un patient, je suis désolée de le dire comme ça de manière très brute, mais ça fait gagner du temps, en fait. C'est-à-dire que prendre en charge la douleur du patient, c'est quand même... c'est pas ma philosophie de parler comme ça, mais parlons en termes de temps très clinique. Ça nous permet de ne pas passer du temps à calmer une agitation secondaire à la douleur du soin, que ce soit la toilette ou un autre soin. Et donc, en fait, voilà, si on reste juste sur cette question très clinique qui ne représente pas du tout la relation soignant-soigné, mais qui est une variable qui est aussi dans les organisations de soins, et je pense qu'en fait, on gagne du temps et que ces 3 minutes, c'est les 3 minutes qu'on peut prendre pour installer le patient, pour entrer en contact avec lui, pour préparer notre matériel. Enfin voilà, donc finalement, ces 3 minutes, on les a. Et cette question du temps, c'est une fausse question, à mon sens. Juste, oui, je crois que quand on a observé les toilettes au lit, c'était très compliqué pour les observateurs qui étaient eux-mêmes, en fait, la plupart du temps, des référents douleurs, voire des infirmières ressources douleurs. Et on rongeait notre frein. Je ne suis pas certaine qu'on n'ait pas tout le temps... Enfin, voilà. Et effectivement, aller chercher le méopa, faire cette démarche-là, en fait, c'est vraiment des questions de bonnes habitudes. Mais comme tout cercle vertueux, eh bien, ça met du temps à s'inscrire dans les pratiques. Et on espère que ça devienne une habitude, c'est-à-dire de penser au méopa avant. Mais quand on n'est pas dans ces habitudes-là, c'est difficile de se dire je vais chercher le méopa. C'est compliqué. De même qu'elle n'utilise pas l'élève malade. Merci. Alors, une question. J'ai une question après. Mohamed, vas-y. Merci. Je vais jouer mon rôle de patient, forcément. Ne m'en voulez pas. Moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est comment vous impliquez dans la relation du soin le patient. Charlotte, excusez-moi de vous appeler par votre prénom. Vous avez dit dans la formation que vous donnez aux professionnels dans la sécurité du patient, la chose qui m'a manqué, c'est l'information au patient et comment on le met en situation de comprendre. Pour Sophie, le docteur Capriès, si je ne me trompe pas, c'est la même chose. C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui font qu'avant, on prépare cette relation qui est un peu particulière. Et la dernière couche, si vous permettez, c'est de voir à quel moment on pose la question, est-ce que j'ai mal, est-ce que c'est au moment de la douleur ou avant de faire le soin. Parce que je pense que c'est aussi une façon de créer un débat, une situation d'échange de confiance qui montre qu'on est sur l'autre. Merci. Est-ce que je peux répondre en partie? Oui, bien Merci. sûr. Je répondrai pour ma partie. Je dirais qu'il n'y a pas de recette. C'est une relation qui est tout à fait individuelle et il faut l'adapter à la notion de peur qu'a le patient, à la notion de compréhension également. Donc, en fait, c'est une relation unique et c'est au cœur du métier, bien entendu, de s'adapter à chaque patient. Comme vous l'avez vu, j'ai passé rapidement les petites vidéos parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais je veux dire, quelque part, la relation de confiance, elle s'inscrit avant le soin, avec l'approche, avec, comme je vous l'ai dit, on apprivoise le matériel et on s'adapte également à la compréhension du patient. Parce que malheureusement, tous nos patients, notamment moi qui suis en gériatrie, ne comprennent pas obligatoirement des phrases complexes. Et il s'agit tout simplement de s'adapter à leur niveau, de les laisser manipuler. Et je pense que le non-verbal est aussi important, voire plus à ce moment-là que le verbal. Voilà ce que je voulais dire sur la partie gériatrique pure. Alors, ici, on a on va prendre une question sur le téléphone. Y a-t-il la place de la communication hypnotique dans les formations pour la gestion de la douleur pour les aides-soignants ? Alors, il y a toute la place.
Il y a toute la place et effectivement, c'est vraiment important d'avoir quelques éléments de langage à adapter pour proposer justement et suggérer des choses plus douces. Et parfois, vous savez que sans utiliser, quand on ne connaît pas l'utilisation de l'hypnose conversationnelle ou quand on n'a pas accès à la communication positive, on va vouloir rassurer un patient avec des mots qui parfois, au contraire, aggravent la situation. N'ayez pas peur, ne paniquez pas, ça va pas faire mal. Et tout un cortège de phrases comme ça. Alors, on en rigole aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à accéder à ça. Mais quand on est une petite souris, et c'est ce que nous avons été pendant tout ce temps d'observation, on voit bien que ces phrases, elles reviennent tout le temps au galop. Hein, je ne vais pas vous faire mal, mais ça fait pas mal. Je vous dis que ça fait pas mal, mais n'ayez pas peur. Et comme ça, et donc oui, il y a de la place pour apprendre à changer ces expressions. Oui, c'est Frédéric là, excusez-moi. Juste, il y a sur le site du CNRD un petit film qu'on avait réalisé pour une aide-soignante qui faisait de l'hypnose de façon merveilleuse dans un centre de rééducation à New York. Je vous le recommande au passage. Et vous avez remarqué que quand elle a parlé, vous avez retenu peur et mal, n'est-ce pas? Voilà. Donc attention au langage. Merci. Alors, je prends encore une question ici. Hop là, excusez-moi. Quel risque peut encourir un soignant lors de l'utilisation du méopa sans circuit d'extraction d'air? Peut-être que Florence peut... Bonjour. Le risque, c'est toujours la dose, c'est-à-dire que si vous faites un soin dans la journée, vous êtes peu exposé. Si vous êtes dans une pièce sans ventilation, déjà, vous ne devriez pas y travailler. Donc, voilà, à se poser la question des locaux dans lesquels vous êtes. Alors, quand je parle de ventilation, attention, hein, une fenêtre, c'est de l'assainissement, c'est de l'aération. Vous pouvez avoir des pièces qui sont complètement fermées avec un système de ventilation mécanique qui renouvelle l'air. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fenêtre que votre pièce n'est pas ventilée. D'accord ? Donc, après, c'est la dose. Donc, c'est effectivement le temps que vous passez, le nombre d'actes que vous faites. Il y a des endroits où ce sont des pièces qui sont dédiées à la dispensation. Et du coup, vous pouvez avoir derrière des effets neurologiques, mais sur des doses quand même assez importantes. D'où l'importance, je reviens sur ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, de vérifier les locaux dans lesquels vous allez intervenir. Voilà, de vérifier déjà la conformité du local dans lequel vous allez intervenir. Et auquel cas de faire des travaux ou des aménagements ou le système de récupération pour pouvoir réduire au maximum l'exposition. Peut-être juste par rapport à la question des risques neurologiques, hein, un peu de pondération peut-être, parce qu'il faut savoir que quand vous accompagnez un patient qui respire du méopa, vous respirez 50 000 fois moins que lui quand même. Donc lui inhale le méopa, vous êtes à côté, vous pouvez effectivement recevoir un peu de méopa, mais vous êtes extrêmement moins exposé à cette exposition. Enfin, vous êtes beaucoup moins exposé au protoxyde d'azote, et que pour en fait avoir un trouble neurologique, on a vraiment, il faut être très exposé au protoxyde d'azote et le cas échéant, on peut aussi en fait avoir une mesure des folates. Et du coup, il faut quand même revenir à la réalité, c'est-à-dire quels sont les risques. La question, c'était ça. Les risques, on les connaît sur des surexpositions, et notamment chez les personnes qui ont un usage en fait détourné du protoxyde d'azote, hein, en fait, qui consomment du protoxyde d'azote de façon récréative, pur, avec, je ne vous dirai pas, ou vous le connaissez, hein, vous savez bien, avec des petites cartouches de chantilly, hein, voire des bonbonnes. Et là, on a effectivement des troubles neurologiques avérés qui sont graves. Mais pour qu'un professionnel qui accompagne, comme vous l'avez très bien dit, un soin ou deux par jour, pour qu'on en arrive à ce degré de risque, eh bien, on est extrêmement loin quand même. Il y a aussi la possibilité de demander aux copilaires. Je suis donc président du CLUD au CHU de Nice, et nous avons une cartographie de toutes les salles qui a été recensée où se fait le méopa, des salles dédiées ou des salles
évidemment dans les unités, hein, qui peuvent servir accessoirement, ou les chambres. Et donc, si vous voulez être rassuré, vous pouvez vous orienter soit vers le CLUD, soit demander à la direction au niveau des ingénieurs qualité, au niveau de tout ce qui est technique, et le copilaire. Alors, une question. Les infirmiers sont-ils autorisés à l'utiliser dans le décret infirmier? C'est un médicament antalgique sur prescription. Donc, tout à fait. Mais l'ANSM recommande une formation. Donc, le décret ne suffit pas. Oui, il l'autorise. Le décret l'autorise et la formation est nécessaire. Il y a une question au fond là-bas, non? Oui, on a vu. Alors, la formation, elle peut être administrée de plusieurs manières, hein, par le CLUD, par les laboratoires. Enfin, il y a plein de voies de formation différentes. Le recyclage, on en discutait d'ailleurs entre nous quand on a vu la question. Il n'y a pas de règles définies. C'est pas comme l'information incendie tous les ans, ça c'est sûr. Mais après, il faut s'assurer que s'il y a des changements de pratique, des changements de recommandations, évidemment, comme toute formation, il faut une mise à jour. Nous, les soignants, on a quand même une obligation de se mettre à jour très régulièrement sur nos connaissances. Je pense qu'à ce titre, ce recyclage, il s'inscrit là-dedans. Donc si les recommandations, elles ne changent pas, forcément, il n'y a pas besoin. Bon, on s'était dit comme ça, peut-être tous les 2-3 ans, mais en fait, il n'y a pas pour l'instant de choses très clairement définies, sauf si dans des CLUD, il y a des choses qui sont travaillées autrement. Après, voilà, il y a peut-être dans certains établissements des choses qui sont plus posées avec un rythme différent. Alors, on est dans l'obligation d'être formé, hein. En fait, si vous n'avez pas utilisé le MEOPA après la première formation ou très peu et que vous ne vous sentez pas à l'aise, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à refaire une formation derrière. En fait, je crois qu'il faut être très pratique, tout simplement, et on s'adapte à nos connaissances. On n'est pas à l'aise, on redemande une formation. Je sais que nous, le CLUD, fait des formations de façon périodique dans les unités, à la demande des cadres de santé ou des cadres supérieurs de santé. Et donc, on a un listing et on y invite les médecins, bien sûr. Il y a toujours le médecin de l'unité. On ne fait pas de formation si aucun médecin, en fait, n'est formé. Hein, c'est médecin et soignant. Et on l'a fait également en radiologie interventionnelle avec les manipulateurs radio et le médecin, évidemment, qui était responsable de l'unité, les médecins, je vais dire. Donc, c'est le bon sens, en fait, qui nous guidera souvent. Alors, il y a une question devant, ici. Oui, je suis le Dr Grimbert, je suis médecin généraliste en ville. Est-ce qu'on peut utiliser le MEOPA à la maison, à domicile? Alors, il y a eu une sortie de la réserve hospitalière qui date de 2009, de mémoire. Alors, le MEOPA est utilisé en HAD. En dehors de l'HAD, ça devient plus complexe. C'est uniquement les dentistes qui ont été autorisés. Ouais. C'est réalisable. Hein. On avait fait un petit papier avec Daniel Hannequin qui est dans Douleur. Si vous voulez des renseignements sur cette publication, tournez-vous vers le CNRD, on pourra vous renseigner. Effectivement, le MEOPA peut être utilisé en ambulatoire. C'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'il y a une question de coût, mais les coûts liés au MEOPA peuvent être déduits des frais professionnels. Les impôts nous ont même confirmé cet aspect-là, qui est un frein, évidemment. Et donc, le MEOPA, après, évidemment, est souvent utilisé par, et c'est dans le cadre de soins chroniques que ça peut se justifier, par l'infirmière qui va aller au domicile et qui devra donc évidemment être formée et qui va le faire sous couvert de la prescription médicale. Donc c'est vrai que ça pose quelques soucis supplémentaires par rapport à l'organisation hospitalière. Mais c'est, dans les textes, théoriquement possible. Oui. On peut le prescrire et c'est remboursé. Apporter une précision. Alors, c'est pas remboursé parce que c'est un médicament à usage professionnel. Donc, en fait, le MEOPA est utilisé par le médecin dans le cadre de son activité. Vous ne pouvez pas aller à la pharmacie avec une ordonnance de MEOPA et repartir avec une bouteille. C'est pas possible. En fait, en HAD, le MEOPA, il est livré au service d'HAD qui, après, en fait usage. À la maison, on n'est pas dans ce contexte-là. Si on le livre à la maison, on ne le livre plus à un service qui dispense des soins. Elisabeth, tu voulais apporter une précision? La précision, je voulais juste dire que c'était quand même possible. Et ça, c'est quand même très important. Même si c'est compliqué, c'est possible. Il y a des gynécologues qui le font
pour la pose de stérilet, par exemple. Donc, c'est pas uniquement les dentistes, c'est n'importe... Enfin, voilà, c'est... N'importe quel prescripteur médical peut le prescrire, alors. Et l'installer au cabinet, oui, effectivement, tu as raison, Elisabeth. Il y a eu une expérience qu'on avait présentée à Nantes avec SOS Médecins qui avait dédié une salle de suture pansement avec l'utilisation du Méopa. Et comme ils étaient organisés en association, ils s'étaient défrayés comme ça. Enfin, et effectivement, cette gynécologue, on avait fait un papier d'ailleurs au CNRD sur l'utilisation pour la pose de dispositifs intra-utérins. Tout à fait. J'avais rencontré une consoeur dans le 14e qui faisait ça. Donc oui, c'est possible. Ça demande un peu d'organisation. Et pour des soignants, ça demande de le faire sous couvert d'un médecin qui s'occupe du patient aussi, si vous le faites, vous, pour une délégation de soins de pansement ou autre. C'est ça le petit côté un peu compliqué. Et puis le fait de faire livrer une bouteille, de s'assurer qu'il y ait le petit dispositif de protection pour pas qu'il y ait d'usage entre les soins ou d'usage détourné, et de laisser la bouteille au domicile. Évidemment. On parle beaucoup d'addiction, mais là, la question était posée par un médecin généraliste, j'imagine, et je pense qu'il y a... Là, il peut prescrire une infirmière de ville, et la bouteille peut rester quand même pour des pansements, des plaies au domicile. C'est ça. Et les dames qu'on a vues là, je ne crois pas qu'il y ait des abus beaucoup. Mais la bouteille, elle est livrée au médecin, nominativement. C'est lui qui a la responsabilité. Mais après, il peut le laisser à domicile. Pour l'infirmière. Oui, on peut le laisser, mais c'est vraiment, c'est le médecin qui est le destinataire de la livraison de la bouteille et qui délègue vraiment. Voilà. Donc, il faut aussi s'assurer de la formation de l'infirmière derrière quand on est accès. Après, pour un soin au cabinet, évidemment, c'est beaucoup moins compliqué, comme tu le disais justement pour la gynécologie, par exemple, ça peut tout à fait s'organiser. Oui, mais pour des soins à domicile de plaies, d'escarres, etc., je crois que c'est quand même important de dire que c'est possible. C'est possible et c'est à favoriser naturellement, mais il faut qu'il y ait une bonne entente, effectivement, entre le prescripteur et le paramède. Alors ici, on a une question relative à l'utilisation du Méopa en structure sans présence de médecin. C'est vrai que dans l'AMM, il est précisé qu'un médecin doit pouvoir intervenir s'il y a souci. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de réponses là-dessus parce que, en général, quand on utilise le Méopa, il est très rare, à cause de l'organisation pratique en ville, de ne pas avoir un médecin au moins dans l'établissement. Je sais que dans les EHPAD, pour les EHPAD qui sont équipés, il y a au moins le médecin coordonnateur qui obligatoirement a été formé. En tout cas, il doit être joignable rapidement. Mais les textes de loi ne sont pas très précis là-dessus. C'est vrai que, est-ce que c'est... je sais que sur l'établissement lui-même, s'il y a un médecin, ça peut suffire à partir du moment où il est formé. 100 personnes joignables, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est difficile de répondre dans la légalité. Il me semble qu'à partir du moment... En fait, en sachant que c'est un médicament sur prescription, à partir du moment où on a respecté les codes de la spécificité de l'administration par inhalation, c'est ça, la spécificité de ce médicament, c'est qu'au lieu de s'injecter ou de s'ingérer, il s'inhale. Et du coup, on est moins habitué à ça. Donc c'est ça la spécificité, c'est un médicament, sauf qu'il s'inhale. Et à partir du moment où on a respecté tout ça, dans les SSR, etc., on donne des opioïdes, on donne des médicaments. C'est pas un problème. À partir du moment où il est prescrit et qu'on s'assure de la bonne administration. Donc il me semble que ça peut être couvert à partir du moment où c'est prescrit. Le seul bémol, c'est que la prescription médicale est nécessaire à chaque administration. C'est normalement, sauf sur des protocoles. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il faut que l'établissement ait un protocole, sinon un soin, une ordonnance. On va s'arrêter là parce qu'on a WooClap de nouveau, donc questionnaire de fin de session.